Nouveau, bienvenue à tout le monde pour ce webinaire sur la construction et la location stratégique faite par un family office. Pour commencer, NeoWise, pour ceux qui ne nous connaissent pas, est un multi-family office qui s'est créé tout début 2021. Nous sommes installés à Lyon, nous avons des clients qui vont de Paris à Marseille. Nous avons une quarantaine de familles qui sont clients. Nous supervisons aujourd'hui un peu plus d'1,3 milliard. Et nous gérons, parce que c'est une de nos spécificités, 500 millions d'actifs nous-mêmes via différentes poches, notamment la poche de produits structurés, qui est une de nos spécialités. Je laisse Jean-Philippe se présenter et après je ferai de... Bonjour à tous, donc Jean-Philippe Saint-Dizier, donc évidemment associé également fondateur de NeoWise, comme l'a expliqué Christophe, et banquier privé donc de longue date puisque ma carrière a débuté en 2000 et donc j'ai eu à être dans 3 établissements différents avant de fonder NeoWise. Et moi, Christophe Yetto, 26 ans dans la banque et la gestion de fortune auparavant. J'ai fini ma carrière de salarié comme directeur commercial d'une grande banque que certains connaissent. Et donc, avec Jean-Philippe et 3 autres associés, on a lancé NeoWise en 2021 pour accompagner des familles, comme je le disais tout à l'heure, lyonnaises, marseillaises, parisiennes et ailleurs. Alors, on va commencer par cette présentation, par ce webinaire. Je laisse Jean-Philippe commencer, on essaiera d'alterner pour donner un peu de vie à ce webinaire qui est notre premier. Donc, merci d'avance pour votre indulgence. Donc, la philosophie de notre intervention, elle est assez clairement expliquée dans le plan que vous avez face à vous. Notre idée, c'est effectivement de vous faire découvrir notre façon de travailler avec nos clients via tout d'abord le rôle de l'allocation stratégique qui nous paraît essentiel pour construire effectivement un patrimoine financier. Donc, déterminer tout d'abord, nous allons vous expliquer comment on détermine l'allocation stratégique avec nos clients. Une fois qu'elle est déterminée, nous allons ensuite dérouler un appel d'offres sur effectivement un certain nombre d'établissements financiers qui seront interrogés. On vous expliquera tout ça. Et ensuite, une fois que c'est mis en place, comment nous faisons vivre la relation avec les acteurs de la gestion de fortune avec lesquels nous travaillons. Donc, via la supervision et évidemment de la gestion faite pour nos clients. Enfin, il y aura un temps de questions, évidemment, à l'issue de ce webinaire, si vous le souhaitez, via le chat qui est prévu à cet effet. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. On espère qu'il y en aura pour faire vivre un peu. On répondra plutôt à la fin, ce sera plus efficace. Alors, pourquoi avoir une allocation stratégique et en quoi c'est important ? Pour nous, c'est un élément essentiel, d'abord parce qu'elle donne un cap sur le long terme. Et on sait très bien que dans plein de réflexions, d'actions et de gestion à long terme, il faut avoir un cap et savoir où on va. La deuxième chose, c'est que c'est peut-être pas assez su, notamment de la part des clients, mais l'allocation stratégique contribue à 85% à la qualité de la performance du patrimoine des clients. Beaucoup trop de clients pensent que c'est le gérant, c'est la banque, c'est les décisions qui seront prises à court terme qui feront la performance, alors qu'en réalité, c'est bien l'allocation stratégique qui donnera la performance qu'il est en droit d'attendre par rapport à ses objectifs. Je pense que pour la plupart des personnes qui sont en ligne, qui sont des personnes qui travaillent dans ce métier, vous le savez, mais beaucoup de clients partent d'un principe complètement inverse et attribuent au choix du gérant une part beaucoup trop importante que ces 85%, que ces 15%. La deuxième chose, c'est qu'il est important qu'elle soit construite de manière très personnalisée. On s'aperçoit, avec notre expérience, que même s'il y a des schémas assez classiques, on connaît tous, des allocations équilibre, prudent, dynamique ou autres, en réalité, il y a une granularité qui est nécessaire et qui doit tenir compte de plein de contraintes que nous imposent les clients ou d'objectifs que nous donnent les clients. Ça peut être des contraintes d'ordre psychologique, d'ordre de connaissances financières, ça peut être aussi des contraintes d'ordre financier, fiscal de la dette, etc. Mais il existe peu d'allocations qui sont uniques d'un client à l'autre et il faut savoir passer du temps.
Ce qui est important aussi, c'est que une bonne allocation doit être une allocation qui est entre guillemets acceptée par le client et bien expliquée. Là aussi, il faut savoir prendre du temps pour donner à nos clients un sens à l'allocation qu'on va lui monter et qu'il va falloir qu'il accepte parce qu'après, c'est ce qui va nous guider, on espère, pour de nombreuses années. Un élément aussi important, pourquoi on considère, et ça c'est le rôle du multifamily office, pourquoi on considère que l'allocation doit être construite de manière indépendante. On sait tous qu'il existe des biais lors de la construction d'allocations stratégiques dans les établissements financiers. Le premier biais, il est assez simple, c'est les considérations commerciales. Les banques, les sociétés de gestion ont souvent dans leur catalogue de produits une partie des produits disponibles pour construire une allocation. Et donc, il est facile d'avoir un biais qui oriente l'allocation en fonction de ce qu'elles peuvent ou qu'elles savent vendre. On le connaît tous, on l'a connu nous-mêmes dans notre passé. Il est assez courant d'avoir des allocations qui sont construites en fonction de ce que l'établissement de gestion est capable de vendre facilement et sur lequel il est à l'aise. Or, ce biais-là a tendance à imposer des solutions qui ne sont pas toujours adaptées aux clients. Le multifamily office, lui, n'ayant pas ces problèmes de catalogue, puisqu'il a accès à un très grand nombre d'acteurs sur la place, peut construire cette allocation en toute indépendance et ainsi plus prendre du temps et plus prendre en considération les besoins du client et ses contraintes que celles de son propre catalogue et de ses possibilités de solutions à offrir. Le deuxième biais, c'est très souvent, alors c'est une de nos convictions, c'est que notamment en Europe, en France, il y a un biais européen fort, c'est-à-dire que les allocations sont souvent construites avec un poids des actifs français et européens très marqué, et ce qui n'est pas toujours utile et efficace, voire efficient. Donc, nous, on considère que un multifamily office, normalement, peut éviter ces deux biais parce qu'une fois de plus, il ne doit pas connaître des effets de frottement liés à ces deux biais qui sont des problématiques commerciales ou des problématiques de biais géographiques. Alors, comment on construit un processus quand on est multi-family office? On ne va rien vous apprendre ici sur la première partie, mais l'important, c'est de connaître et comprendre les objectifs et les contraintes du client. Oui, il faut passer du temps sur ça, il faut passer du temps à comprendre comment il fonctionne, à connaître les contraintes cachées, parce que très souvent, un client se contente de assez peu d'informations pour construire son allocation. Et il faut savoir creuser le sujet et vraiment obtenir le maximum d'informations. La deuxième chose, c'est s'appuyer sur des hypothèses de long terme qui concernent l'environnement économique et financier. Je vais vous donner un exemple qui nous tient à cœur sur NeoWise. Il y a deux choses qui nous permettent de construire des allocations. C'est l'idée que globalement, les taux d'intérêt réels seront durablement proches de zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, les taux d'intérêt anticipés moins l'inflation anticipée seront proches de zéro ou négatifs. Ce n'est pas le cas en ce moment. C'est bien la preuve qu'il y a des différences entre le court terme et le long terme. Mais on pense notamment que pour financer toutes les problématiques de transition écologique ou autre, il y aura besoin de beaucoup de crédits, de prêts et d'investissements qui nécessitent beaucoup d'argent et que la politique des banques centrales tendra à faciliter ça par des taux assez bas, notamment quand l'inflation sera combattue. Or, les taux d'intérêt réels négatifs sont favorables pour certains actifs et défavorables pour d'autres. Ça fait partie des choses qu'on pense à long terme. La deuxième chose qui nous tient à cœur, c'est qu'on considère qu'il y a des pays qui sont plus favorables à la croissance que d'autres et qui ont des potentiels de croissance plus élevés. C'est le cas, par exemple, des États-Unis, grâce à ses capacités d'innovation. Ça peut être aussi le cas de certains pays émergents, pas tous. Mais globalement, par exemple, l'Europe, pour nous, est un actif qu'il faut avoir est un pays qu'il faut avoir, une zone qu'il faut avoir dans son allocation. Mais nous, on considère qu'elle est plus facile à utiliser via des fonds structurés que via la gestion directionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'en mettra pas, mais ça veut dire qu'on préférera les zones géographiques citées au premier, c'est-à-dire les États-Unis et les pays émergents. Ensuite, il faut bien sûr s'appuyer sur des couples rendement-risque de chacun des actifs. On vous a mis un exemple à droite
d'expected return et de volatilité attendue sur certains actifs. Alors ça, c'est des outils qui sont disponibles, qui sont en ligne. Ce n'est pas nous qui les avons créés. En l'occurrence, ici, c'est un exemple fourni par BlackRock, mais il y a plein de sociétés de gestion et de grosses entités internationalement reconnues qui nous donnent sur 5, 10, 15 ou 20 ans leur expected return par actif, souvent par zone géographique, et aussi la volatilité qui va avec. Et ça, c'est un élément statistique et factuel qui nous permet de construire ces allocations pour choisir les actifs qui nous semblent les plus intéressants. Vous avez un exemple ici où vous voyez, j'arrive plus à lire, mais la quatrième ligne rouge en partant du haut, où vous avez un expected return à 0, je crois que c'est le real estate US, un expected return à 0 avec une volatilité, typiquement, sur 10 ans, est-ce que ça vaut le coup d'aller mettre de l'immobilier américain dans une allocation compte tenu de ces potentiels-là? Vous avez d'autres actifs qui annoncent des expected returns bien plus élevés et peu de volatilité, de cela on aura intérêt à les privilégier. Souvent, on pense que les family office ne sont pas équipés pour faire ce type d'allocation. Les grandes banques considèrent qu'elles ont les outils pour. En fait, il existe des outils complètement accessibles pour nous permettre de construire ces allocations. Bien sûr, la quatrième étape, c'est construire une allocation d'actifs adaptés et qui est bien fonction de la psychologie de notre client. Vous savez pour la plupart que les chefs d'entreprise qu'on rencontre ont peu de connaissances sur la gestion financière. C'est à nous de les accompagner dans la construction de l'allocation et après dans l'évolution de l'allocation, mais il faut tenir compte de la psychologie du chef d'entreprise ou de tout client face à cette problématique qu'il maîtrise assez peu. Ça sous-entend aussi que dans cette construction, en fonction de la psychologie du client, on aura à cœur de bien vérifier effectivement que le résultat final de la gestion n'aboutisse pas à une volatilité plus ou moins importante en fonction de l'appétence au risque du client. Si la volatilité était très forte, effectivement, la personne aurait tendance à mal vivre la gestion de son portefeuille et donc peut-être à avoir une sorte de stress quant à son résultat à court terme, ce que l'on souhaite éviter. Après, ce qui est important, c'est de vérifier la pertinence de l'allocation ex ante et de la tester. Regarder les dernières années. Alors, le passé ne fait pas le présent, mais le passé permet quand même d'illustrer auprès d'un client les risques de volatilité. Il y a des outils pour ça qui sont très pratiques, parce que ça permet, une fois qu'on a construit l'allocation, de faire voir au client ce qu'il est en droit d'attendre en termes de performance, ce qu'il est en droit d'attendre en termes de volatilité. Quel risque il va vivre, comment ça va se passer dans le pire des cas et dans le meilleur des cas pour son actif financier. Et ça aussi, il faut prendre du temps pour le montrer au client. Ce sera toujours ça qu'on aura peut-être, non pas à gérer, mais moins à gérer le jour où on aura un choc de volatilité, qu'on se retrouvera avec des performances qui seront très éloignées de l'espérance de gain attendu. Et puis bien sûr, expliquer, présenter le plus souvent possible l'allocation, pourquoi on l'a construite et de bien la mettre en œuvre ensuite. On a voulu rappeler ici la différence entre l'allocation stratégique et l'allocation tactique. Le principe, c'est qu'une allocation stratégique n'a pas vocation à changer tant que les hypothèses qui ont soutenu la création de cette allocation et que les contraintes et les objectifs du client n'ont pas changé non plus. Ce n'est pas un changement de contexte de taux d'intérêt sur 18 mois qui doit changer une allocation stratégique. Ça, c'est le rôle de l'allocation tactique. L'allocation tactique est vraiment là pour tenir compte des modifications conjoncturelles. On vous parlait tout à l'heure des taux d'intérêt réels négatifs. Il est vrai qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt réels ne sont plus réellement négatifs, mais si on considère qu'à long terme, ils vont le redevenir, il ne faut pas changer l'allocation stratégique. Par contre, on doit avoir une adaptation tactique du portefeuille des actifs pour permettre aux clients de s'adapter l'allocation de s'adapter par rapport à ce nouvel environnement. Vraiment, l'allocation stratégique, c'est un cap. Voilà, c'est une route sur le long terme et il faut essayer de la garder le plus longtemps possible. Le troisième élément, c'est délimiter les arbitrages autorisés dans le cadre du choix tactique, c'est-à-dire être capable de donner à la société de gestion, aux clients ou à nous, les limites que la tactique est autorisée à prendre par rapport à l'allocation stratégique. Il faut être capable de les maîtriser et les limiter. Là aussi, c'est important parce que si on donne trop d'écart, globalement, on risque de modifier trop substantiellement l'allocation
et c'est plus une allocation stratégique qui est modifiée qu'une allocation tactique. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même en donner, parce que ces dernières années, notamment le 10 derniers mois, nous le montrent bien, il faut aussi s'adapter à des changements conjoncturels. Et puis pour finir, sur cette différence entre allocation stratégique et allocation tactique, nous on considère qu'il faut déterminer en amont qui du gérant, qui du family office, et éventuellement du client, a la responsabilité de la modification de l'allocation tactique. Il n'y a pas de règle, nous on considère qu'il n'y a pas de règle, ça peut être la société de gestion, la banque qui décide d'avoir la propre responsabilité, mais dans ces cas-là, elle en assumera les conséquences. Ça peut être partagé, ou ça peut être que nous qui impulsons ces choix tactiques. Nous n'avons pas de dogme là-dessus, ça dépend beaucoup des clients, ça dépend beaucoup des partenaires, bien sûr, avec lesquels on travaille. Alors maintenant, nous allons parler plus particulièrement du processus d'appel d'offres, comment cela fonctionne chez Neowise, comment nous l'organisons et avec qui et pourquoi. Donc tout d'abord, la sélection des acteurs en charge de la mise en œuvre de l'allocation qui a été définie par Neowise et le client. Naturellement, c'est à l'issue de cette mise en place de cette allocation stratégique que nous allons pouvoir mener le travail d'appel d'offres. Alors, pour ça, nous avons une façon de travailler qui est assez simple. Notre longue expérience commune dans les associés de Neowise nous a naturellement permis d'identifier chez les acteurs de la gestion de fortune tout un tas de caractéristiques propres. Pour certains, effectivement, dans leur offre, nous avons déterminé qu'ils sont plutôt très très bons sur la gestion d'actions américaines, d'autres gestion d'actions européennes. Voilà, donc toutes ces qualités intrinsèques, nous allons essayer de les compiler et ensuite, en fonction de notre cahier des charges, interroger établissement par établissement en fonction donc, des qualités de chacun sur chaque classe d'actifs que l'allocation stratégique doit effectivement mettre en place. Donc, c'est un travail qui est assez long puisque finalement, il faut, dans cet appel d'offres, d'abord voir avec le client avec qui il a d'abord envie de travailler. Parfois, il y a des banques historiques, donc il peut également donner un avis préalable en disant voilà, moi, cette banque m'a beaucoup aidé et s'est mise à mes côtés depuis très longtemps, je souhaite qu'elle soit interrogée. Alors naturellement, les banques historiques ne sont pas toujours les mieux disantes, mais c'est effectivement bien de pouvoir effectivement les mettre dans l'appel d'offres pour qu'il y ait on va dire, une chance donnée à chaque établissement. Donc, une fois que ce travail-là est effectivement réalisé, il faut naturellement bien connaître l'établissement, nous, pour ensuite sélectionner le gérant qui sera le référent pour travailler sur le portefeuille. Nous préférons effectivement des gérants, on va dire, expérimentés, avec lesquels on travaille depuis très longtemps. Alors, dans les appels d'offres que nous lançons, nous posons des questions sur deux catégories d'éléments, les éléments qualitatifs et les quantitatifs. Sur la partie qualitative, on essaiera de s'assurer de connaître qui assurera la gestion, tant en termes de personnes qu'en termes d'équipe. Ça peut être dans une certaine banque, ça peut être l'équipe de la société de gestion, d'autres, ça peut être l'équipe de gérant de portefeuille d'une banque privée. Bien sûr, leur expérience sur l'actif à gérer. On a oublié de vous dire tout à l'heure que sur des très gros montants, on peut avoir 5 ou 6 banques différentes qui gèrent un mandat. Une banque qui va gérer le mandat action US, l'autre qui va gérer un mandat action émergent, obligataire Europe, tout ce que vous voulez. Et là, il est important de vérifier l'expérience de chacun des acteurs sur chaque actif qu'il a à gérer. Bien sûr, les tailles d'actifs gérés sur cette poche pour lesquelles on les interroge. Connaître le processus de gestion et de décision. Là aussi, même s'il est assez commun dans plusieurs établissements, nous, on peut s'attacher à vérifier que ceux qui ont une approche top-down sont meilleurs pour tel type d'actif, une approche bottom-up meilleure pour tel type d'actif. Donc, c'est important de connaître le processus de gestion pour le mettre en face d'un actif correspondant, selon nos critères, à la meilleure sélection. Les marges de manœuvre du gérant, on en revient au choix tactique tout à l'heure. C'est important de connaître les marges qu'il se donne. On n'a pas de biais à donner à l'établissement pour dire voilà, on limite ta marge, mais on a besoin d'intégrer cette marge qui se donne pour savoir si
il rentre dans les critères que nous, on s'est imposés en termes de marge de manœuvre. C'est très bien que le problème des marges de manœuvre, c'est qu'elles créent du bruit dans la performance. Et après, il faudra l'expliquer aux clients. Sur des clients qui sont peu à l'aise à la gestion, on évitera d'avoir des marges de manœuvre trop fortes parce qu'ils ne comprendraient pas qu'un jour il entend que la bourse fasse 10% et puis que lui n'a plus que 3%. Bien sûr, l'univers d'investissement, est-ce qu'il y a un biais sur la zone euro quand on a affaire à des gérants diversifiés? Ça, c'est important de le savoir. On demande toujours les grandes décisions de gestion des 5 dernières années, et bien sûr en quoi ils ont été bénéfiques. C'est important justement d'avoir un retour d'expérience sur les grands mouvements qu'ont fait les banques pour savoir pourquoi ils ont pris, quel résultat ça a donné, pour nous permettre de savoir s'ils sont assez souples et s'ils ont fait des bons choix dans le passé. Alors, le passé ne fait pas l'avenir, mais ça nous aide à comprendre leur mode de fonctionnement et de raisonnement. Et puis d'autres critères qualitatifs comme bien sûr la part de fonds maison dans le portefeuille. Alors c'est un mélange qualitatif-quantitatif. Pourquoi? Parce que bien sûr il y a beaucoup d'établissements qui utilisent leurs propres fonds, qui ne sont pas toujours les meilleurs, mais qui leur permettent de récupérer de la rentabilité. Et donc ça, on est quand même assez attentif pour voir si l'établissement abuse ou pas de cette part fonds maison. Je rajouterais effectivement un point dans les éléments qualitatifs qu'on ne cite pas, mais qui évidemment fait partie intégrante de nos appels d'offres. C'est la gestion extra-financière. Donc, comment effectivement l'établissement gère les critères ESG et les critères effectivement tout ISR des portefeuilles. Tout ça évidemment est intégré sur demande du client. Naturellement, on encourage à ce que ces critères soient intégrés dans la mesure où effectivement le marché, en tout cas, nous y pousse, et c'est le sens de l'histoire, et c'est également nos convictions. Sur un de nos clients, on a défini un univers d'investissement ESG dans lequel les établissements ont l'obligation de puiser et ne peuvent pas s'en sortir. Donc, ça fait partie des choses qu'on rajoute en plus sur des appels d'offres très personnalisés. Dans les éléments quantitatifs, bien sûr, l'historique de performance, l'historique de volatilité, le taux de rotation du portefeuille. C'est assez important à savoir, notamment vis-à-vis des problèmes de marge de manœuvre qu'a le gérant, et puis aussi en termes de frais, puisque c'est pas toujours. Quand la gestion n'est pas en all-in, le taux de rotation impacte quand même la quantité de frais qui est pris. La répartition entre titres vifs et OPC, vous savez que depuis la loi de MiFID, la part des titres vifs a augmenté. Donc, on regarde quand même si les titres vifs sont importants parce que ça réduit les coûts. Après, on ne veut pas que ce soit non plus de l'habillage, les titres vifs, parce que mettre quelques titres vifs pour réduire le coût, mais pas avoir de conviction sur ces mêmes titres, ce n'est pas toujours très favorable pour les clients. Et puis, bien sûr, quels ont été effectivement les grands écarts tactiques qui ont été pris par le gérant par rapport à son allocation stratégique ou son benchmark les dernières années, et pourquoi. L'idée, c'est qu'avec ces questions sur la partie qualitative quantitative, on ait une idée de la manière dont le gérant va s'occuper de notre client pour la poche qui lui sera confiée. Sur le plan de la tarification, là aussi, pour le rôle des clients, pour le rôle du family office par rapport à ses clients, c'est d'essayer de comprendre les tarifs pratiqués par les banques et les sociétés de gestion ne sont pas toujours très clairs, notamment avec quelques frais cachés. Donc, notre métier, c'est quand même de bien tout vérifier, quels sont les frais, quels sont l'impact des frais. On demande souvent aux établissements bancaires ce qu'on appelle le TER, qu'elles ont du mal parfois à nous fournir, mais le TER, c'est le taux, en anglais, expense ratio, ça y est, ça me reviendra. Mais bref, c'est d'essayer de savoir quel est le coût effectif de la gestion, total, direct et indirect. C'est une chose qu'on a vraiment du mal à avoir, mais qui permet quand même de connaître l'impact des frais sur la performance. Quand vous avez une allocation dont l'espérance de rendement est 7%, si vous avez un TER qui dépasse 2%, ça fait quand même une part conséquente de la performance attendue qui est enlevée par les frais. Donc on demande, est-ce que vous êtes en all-in ou pas? C'est de plus en plus le cas. Les frais des sous-jacents choisis, est-ce que c'est du clean share ou est-ce que c'est des parts institutionnelles? Quelles sont les conditions financières annexes, droits de garde ou autres, frais de négociation, et puis quel est le mode de calcul. Bon, ça, c'est des questions qui sont assez classiques, mais qui sont importantes, et après, on passe du temps à les expliquer aux clients
pour qu'ils comprennent bien à quelle sauce il va être mangé sur cette partie-là. La philosophie de notre intervention sur ce sujet-là, c'est vraiment de simplifier au maximum pour que la lecture des frais soit la plus simple possible et que ça ne soit pas vraiment un sujet. Voilà. Donc, on essaye quand même de faire en sorte que la transparence soit vraiment maximale et que le client se sente à l'aise avec ce sujet-là. Et on rajoutera qu'on n'a pas une approche cost killer. Le but du jeu, c'est pas de réduire les frais au strict minimum et que personne ne gagne de l'argent. Notre rôle est quand même d'expliquer au client qu'un gérant qui est bien rémunéré peut aussi faire de la bonne performance. On n'est vraiment pas là pour réduire les coûts. On est là pour faire en sorte que les coûts soient justes, transparents et audibles, voilà, pour le client. Vraiment, l'objectif, c'est pas de les amener au strict minimum, ce qui parfois est contre-productif en matière de performance et d'implication de la société de gestion. Alors pour terminer, on va aborder le sujet de la supervision de la gestion par les acteurs tiers, donc par les acteurs de la gestion de fortune. Donc clairement, aujourd'hui, après avoir mené l'appel d'offres et la mise en place de la gestion, il arrive le temps de faire vivre cette gestion et de la superviser. Donc c'est un travail à part entière puisqu'il faut effectivement être en lien régulier avec les gérants. Donc on va vous déterminer un petit peu comment ça fonctionne. Nos clients en fait connaissent bien ce mode de fonctionnement puisqu'aujourd'hui le principe d'avoir un multi-family office, c'est de s'appuyer sur lui pour ne plus être seul face à ses gérants, mais bien d'avoir quelqu'un qui va faire vivre l'allocation globale, c'est-à-dire stratégique, et éventuellement discuter en fonction de l'évolution macro et microéconomique, discuter avec les gérants, on va dire à un niveau professionnel égal, c'est-à-dire à un niveau de compréhension égal, effectivement voir si on peut faire vivre ce portefeuille. Donc de manière très simple, d'abord les gérants parfois sont demandeurs d'explications quand ce qui leur est demandé nécessite un petit peu de précision. Donc on a très souvent à discuter avec les gérants pour savoir si oui ou non ils ont le droit, comme disait tout à l'heure Christophe, de mettre en place une sorte de tactique marginale dans le portefeuille. Donc tout ça est déterminé dans le cahier des charges des mandats initiaux, mais il faut quand même à chaque fois bien redire au gérant jusqu'où nous on souhaite qu'il aille. Ça peut être effectivement l'exemple en question. Pour une raison simple, c'est comme il n'est pas seul à gérer un portefeuille de taille institutionnelle, si chaque gérant se met effectivement à avoir la même idée, il faut qu'on vérifie donc avec chacun que ça correspond bien à ce qui était souhaité au départ et que le sous-investissement ou surinvestissement ne soit pas préjudiciable pour le portefeuille. Donc tout ça nécessite des points réguliers. Alors, parfois les clients nous disent oui, moi j'aimerais bien y être et donc je veux y être systématiquement parce que j'ai une appétence pour suivre effectivement mon portefeuille, j'ai envie de savoir ce qui s'y passe. D'autres nous disent je veux y être un petit peu moins souvent et d'autres nous disent je ne veux pas être présent du tout, ça peut arriver. Et à ce moment-là, le multi-family office, lui, va être vraiment partie prenante en B2B, donc avec le gérant de l'animation, de la gestion du portefeuille. Nécessairement, le multi-family office, son rôle consistera donc à reporter évidemment à son client pour lui dire ce qu'il a été de ces échanges. Alors, que se passe-t-il dans les échanges avec les gérants parce qu'effectivement, ce sont des échanges qui sont assez riches. Donc, dans un premier temps, nous, on va vérifier la qualité de la performance. Donc, voir effectivement si la performance a été construite avec un niveau de risque plus élevé que ce que nous avions imaginé au départ. Alors, l'indicateur clé pour ça, c'est la volatilité. On va regarder si le portefeuille a eu des variations fortes pour arriver à sa performance ou si la performance a été régulière. C'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, pour vous donner un petit exemple, on préférera une performance peut-être de 8% sur un portefeuille d'actions avec une évolution régulière plutôt qu'arriver à un plus 10, mais avec des très très fortes variations du portefeuille. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on peut effectivement arriver à un résultat de gestion en ayant pris effectivement des choix très concentrés sur certains secteurs. Par exemple, on pouvait être très concentré sur le secteur de la tech sur certaines années avec des résultats qui sont probants puisque ce sont des secteurs qui peuvent être très rentables au niveau boursier quand on ne se trompe pas. Simplement, l'année d'après, il peut y avoir effectivement
peut-être une variation, en tout cas une rotation du secteur. Et à ce moment-là, on l'a vu dans l'environnement de taux qu'on a eu en 2022, la performance qui avait été acquise en 2021, pour reprendre l'exemple sur les valeurs technologiques, a été rendue en grande partie par la hausse des taux d'intérêt, puisque la hausse d'intérêt a tendance à peser sur ce secteur qui est gourmand en capital et en investissement. Donc tout ça, on va le vérifier dans le portefeuille. On va vérifier également le style de gestion. Donc dans le style de gestion, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le style value, qui est plutôt un style qui correspond à des valeurs qui sont décotées et qui vont donner plutôt des gros dividendes, versus le style croissance, qui va être plutôt, comme je disais tout à l'heure, sur de la tech et sur des valeurs, on va dire, plus cycliques. Donc, quand on construit un portefeuille, globalement, il faut regarder quand même si l'équilibre de ces styles de gestion est réconcilié, et ne pas être tout croissance ou tout value, mais peut-être avoir quelque chose d'un petit peu plus uniforme. Notre biais chez Neowise, et les gérants d'ailleurs sont assez d'accord avec ça, parce que c'est quelque chose qui s'est vérifié depuis assez longtemps. Notre biais est plutôt croissance, mais on peut quand même avoir une partie du portefeuille un peu plus value pour caper un peu la volatilité en cas d'événements de marché un peu forts, surtout à la baisse. Ensuite, on peut parler effectivement donc revenir sur le tactique. Donc, dans ces échanges dans ces audits réguliers des portefeuilles avec les gérants, on va vérifier aussi leur intention pour l'avenir. Donc ça, c'est le point macro et le point micro, et dire voilà, est-ce que le gérant souhaite à l'avenir changer un petit peu son fusil d'épaule, refaire du cash? Pourquoi? Sur quel véhicule il souhaite l'investir? Est-ce que ce sera un véhicule monétaire? Est-ce que ça sera un véhicule fonds général de l'assureur? Parfois, on a pu s'en servir dans le passé quand les taux étaient en territoire négatif, ça a été très utile. Voilà, donc tout ça, effectivement, fait partie de la réflexion globale pour qu'on puisse bien comprendre son intention et compiler tout ça dans un audit offert à nos clients. Il arrive également que les marchés décrochent parce qu'il y a eu un événement macro inattendu ou en tout cas géopolitique. On a pu le connaître récemment sur le déclenchement de la guerre en Ukraine, par exemple. Donc, on a eu à gérer ce genre d'événement peut-être un peu baissier fort. Donc, comment on va rééquilibrer l'allocation suite à ces événements de marché? Est-ce que oui ou non, on décide de la rééquilibrer tout de suite ou non? Donc ça, c'est sur des décisions importantes que l'on prend avec les gérants et le client. C'est quelque chose qui doit être discuté et parfois qui doit faire preuve de réactivité. On doit regarder très rapidement le sujet pour qu'on puisse capter, le cas échéant, une opportunité de marché si c'est effectivement le cas. Parfois aussi, on peut être un peu déçu de ses gérants. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer puisque là, on parle de relations humaines. Et c'est vrai que c'est toujours un peu délicat de dire à un gérant qu'on est déçu de sa gestion et qu'il faut peut-être rectifier le tir. Alors parfois, cette déception, elle peut être liée à des choix qui ont été mauvais. Donc, nous, on n'est pas là pour forcément sanctionner les gérants à la première erreur. Chacun peut se tromper et c'est pas quelque chose que nous condamnons immédiatement. En revanche, voilà, nous, on est aussi là avec le client pour faire preuve de fermeté et de dire quand les erreurs sont trop répétées, parfois prendre des décisions un petit peu dures et parfois changer de gérant si d'aventure ce gérant n'a pas fait preuve de suffisamment de professionnalisme à notre goût. Voilà, et naturellement, comme on le disait tout à l'heure, la tarification est un sujet qui fait baisser la performance quand elle est mal appliquée. Donc, on va contrôler régulièrement que la tarification est appliquée correctement sur le portefeuille. Juste pour revenir sur la partie précédente, on a dénoncé quelques mandats déjà en 3 ans. Hein. La cause principale, c'était plus lié à des choix tactiques trop poussés pris par les gérants. C'est-à-dire qu'ils avaient dépassé un peu les bornes. Ils nous expliquaient qu'ils étaient confiants dans la manière dont ça allait avoir de l'impact sur les performances. Il faut reconnaître que quand ils affirment que ça va se passer comme ça et qu'il faut maintenir leur position, qu'ils sortent des bornes, on les laisse faire. S'ils se trompent trop longtemps, à un moment donné, obligés de revenir. Parce que nous aussi, on a des comptes à rendre auprès d'un client.
les échanges qu'on a avec les sociétés de gestion et les banques, une fois de plus, se passent toujours globalement très bien parce qu'on apprend l'un de l'autre. Et l'important, c'est de connaître les conditions de chacun et nous de les reporter aux clients. On sait très bien dans ce métier que personne n'a raison à court terme. Il y a tellement de choses qui impactent l'évolution des marchés que c'est pas parce que vous anticipez une hausse des marchés américains qu'elle n'a pas lieu que vous êtes un mauvais gérant. La question, c'est qu'est-ce qui sous-tend votre conviction? Qu'est-ce qui fait que vous pensez que ce marché va être meilleur que l'autre ou cette valeur va être meilleure que l'autre? Et si la manière dont est construit le raisonnement est fiable, correct, et que même s'il ne se vérifie pas sur un point, il se vérifie sur un autre, on ne sanctionne pas un gérant pour ça. Par contre, quand on cumule plusieurs choix ou qu'il y a un laisser-aller dans la gestion, c'est sûr que c'est difficile pour nous de maintenir un mandat auprès d'un établissement. Cette partie-là, vous avez pu voir qu'on a insisté sur la partie portefeuille parce que c'est plus facile à expliquer sur la partie gestion financière cotée. Bien sûr, ce type d'action a lieu sur d'autres poches, la poche produit structurée quand on ne la gère pas, la poche private equity ou dette privée fait l'objet de la même analyse, de la même approche. Mais souvent, là, on est sur du pur, sur des fonds ou des mandats très, très purs sur lequel le rôle de la supervision est moins fort. D'abord parce que dans mon côté, vous êtes parti pour plusieurs années, donc c'est difficile de s'adapter à très court terme. Je peux peut-être refaire effectivement un petit focus, puisque je ne l'ai pas fait, sur la gestion obligataire, qui est un vrai sujet actuellement, puisque autant pendant des années, cette classe d'actifs était délaissée par les clients et par les entités comme les nôtres et les gérants, tout simplement pas assez rentables, tout simplement. En tout cas, pas très attractive. Là, elle le redevient. Notre biais là-dessus aujourd'hui sur les obligations, on a fait un fonds dédié, pour donner un exemple, il n'y a pas très longtemps avec un client. Notre biais est plutôt d'organiser un portage obligataire, c'est-à-dire d'avoir un portefeuille avec des échéances qui sont déterminées à l'avance pour avoir un taux qui est donné au client et qui sera, sauf événement de crédit évidemment sur une ligne du portefeuille, ce taux-là sera acquis au portefeuille et donc au client. Et donc on aime bien aujourd'hui ce genre de solution. On pense effectivement si la courbe des taux d'intérêt venait à évoluer et à faire un arrondi, donc à stopper sa hausse, on pense effectivement qu'on pourrait redevenir un tout petit peu plus tactique sur cette poche-là. Mais aujourd'hui, en tout cas, le portage obligataire nous semble très attractif et intéressant. Alors bon, c'est pas une nouveauté, mais en termes d'allocation stratégique, il est clair que ce qu'on a connu ces 10-15 dernières années, j'exagère avec 15, on va dire ces 10 dernières années, des taux d'intérêt relativement bas, la poche obligataire avait peu de place dans les allocations stratégiques. Le fait que les taux remontent nous montre bien qu'il y a un intérêt à s'adapter. Mais vous voyez, ça, c'est plus un choix tactique qu'un choix stratégique, parce que dans un environnement de taux d'intérêt réel négatif, la poche obligataire n'a pas de raison de rester longtemps. D'où le choix de faire du portage court. On considère que l'événement actuel de taux d'intérêt élevé, avec un taux d'inflation qui est en baisse, va durer peut-être 18 mois et qu'il n'y a pas de raison de maintenir une poche obligataire sur le long terme dans une allocation stratégique. Par contre, sur le plan tactique, il y a de la performance à aller chercher, il y a de la plus-value à prendre si jamais le scénario de baisse des taux se produit comme annoncé, que ce soit sur l'investment grade ou du high. Ça, ces choix tactiques, par exemple, c'est plutôt nous qui les avons pris et qui les avons après imposés auprès des établissements, soit en faisant des modifications dans les mandats, soit en faisant des appels d'offres complémentaires pour une poche obligataire, que ce soit en mandat ou en fonds internes dédiés ou en fonds dédiés directement pour les plus gros de nos clients. Voilà, on a fini à peu près dans les temps cette présentation. On vous invite bien sûr à vous poser des questions si vous en avez. Éventuellement, on peut sortir du champ de ce thème-là si vous le souhaitez. Alors, comme on a quelqu'un qui est fort sympathique, qui est en ligne, qui nous a déjà posé une question pour animer le sujet et on le remercie. Alors, la question, si vous ne la voyez pas, est pourquoi choisir des produits structurés pour jouer l'Europe contre des fonds actions européens et autres trackers? Alors, en fait, l'idée d'abord n'est pas de remplacer la poche action européenne par des produits structurés, mais de dire que pour la poche européenne, on privilégie les produits structurés. Pourquoi? Parce que, en fait, l'Europe et les indices européens notamment
présente les qualités les plus intéressantes pour fabriquer les structurés, que ce soit un niveau de volatilité plutôt intermédiaire entre les pays émergents où elle est très élevée et les États-Unis où elle est plutôt basse. En termes de distribution de dividendes, puisque c'est une zone qui a un taux de distribution de dividendes assez important, ce qui est quand même assez utile pour la fabrication des produits structurés, et puis aussi par rapport au niveau de taux sous-jacent, ce qu'on appelle le funding des banques de ces zones-là. Donc c'est une des principales raisons. La deuxième, c'est que l'expected return d'un produit structuré, globalement avec une approche plutôt défensive, pour ceux qui connaissent, style un Phoenix ou une composante Phoenix Athena, un portefeuille composé, on va dire 60% de Phoenix et 40% d'Athena, avec des barrières aux alentours de 40%, on a un expected return qui est assez proche de celui qu'on a sur la poche action de manière directe. Donc pourquoi aller prendre un risque que vous avez moins sur les produits structurés sur une poche action pour avoir la même expected return? C'est moins vrai sur les États-Unis. Les produits structurés, notamment long terme sur le S&P, affichent des rendements plus faibles que l'expected return sur l'US. Donc c'est pour ça que nous faisons le choix de privilégier les produits structurés Europe par rapport aux actions Europe en direct. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. Ça veut dire qu'on considère que une produit structuré est plus efficace sur cette partie-là. Et que l'expected return d'un portefeuille structuré est meilleur que celle du poche. Alors 2022 dément ce qu'on vient de dire, mais vous enlevez 2022, ça se vérifie depuis des années et des années. Et les performances de produits structurés sont bien meilleures que les performances de l'Eurostoxx depuis plus de 15 ans, sans en douter. Voilà pour la réponse à cette question. J'espère qu'elle vous convient, hein, Monsieur Pourcent. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour avancer dans ce webinaire, ou est-ce qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé? N'hésitez pas. Hein. Une question qui arrive, qu'on la lise. Je vais vous la lire en direct. Ne pensez-vous pas que les taux d'intérêt à long terme peuvent rester durablement élevés avec une inflation probablement plus élevée? Les enjeux d'investissement dans la transition écologique vont nécessiter de gros besoins de financement avec la crise des taux élevés. Alors, c'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure. Oui, les investissements écologiques vont demander de l'investissement et donc vont avoir un besoin d'épargne important. Sauf que la question n'est pas de savoir si ces besoins vont nécessiter de l'investissement, mais à quel niveau vont être les taux. Nous, notre conviction, c'est de dire peut-être que l'inflation va être plus haute qu'avant, hein, on va peut-être zoner entre 2 et 3 durablement, mais les banques centrales seront obligées, pour combattre une productivité qui est en baisse et pour alimenter le système financier en argent frais pour permettre ce financement, de maintenir les taux globalement bas. Ce qui veut dire inférieur ou très proche du niveau de l'inflation. Et certes, on aura peut-être des taux à 3% ou à 2,50, ce qui est plus haut que les 3 ou 4 dernières années, mais on aura de l'inflation qui sera sur ces niveaux-là, ce qui fait qu'on aura vraiment un taux d'intérêt réel proche de zéro. Il est peu probable, la transition écologique va pas toujours amener une hausse de la productivité, une hausse des bénéfices. Or, on sait très bien, selon la théorie financière, que les taux d'intérêt sont quand même très liés au niveau de productivité. Donc, si la productivité reste basse, les taux d'intérêt doivent rester bas. Et c'est vrai que notre pensée à long terme, c'est de dire taux d'intérêt proche ou inférieur au niveau d'inflation dans ce contexte de transition écologique qui va nécessiter des gros besoins de financement. Maintenant, il faut que l'épargne suive, hein, il y a quand même des aléas. Mais dans un monde vieillissant, le taux d'épargne a plutôt tendance à monter et ça se vérifie dans plein de pays. Alors, la Chine est un pays un peu différent, mais malgré tout, le taux d'épargne en Chine est très très élevé. Alors, ils n'ont pas de protection sociale, mais on voit bien que même les pays émergents ont des taux d'épargne qui augmentent. Donc, on n'est pas trop inquiet sur l'adéquation épargne et investissement nécessaire. Puis on peut rajouter aussi que les États étant quand même très très endettés en Europe, il est clair que les banques centrales auront à cœur aussi de veiller à ce que les équilibres financiers liés à l'investissement sur la transition écologique qui devra être mené par ces mêmes États puissent se faire dans des conditions de financement, on va dire,
possible et jouable par ces États, puisqu'ils vont être quand même très, très sous pression sur leur dette publique. Ce que dit Jean-Philippe est important parce que il y a 10 ans, le poids de la finance, il y a 15 ans, le poids de la finance et de la dette dans les économies n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Si vous maintenez des taux d'intérêt réels positifs trop longtemps élevés, vous avez un vrai risque de mise en danger du système. Et donc, il y a quand même de fortes chances qu'une fois que ces taux seront plus hauts, ce qui est quand même un peu ce qui est en train de se produire, les banques centrales veuillent le ramener à des niveaux un peu plus bas quand elles auront la certitude qu'il n'y a plus d'effet d'emballement sur l'inflation. Après, on pourrait parler pendant longtemps de ce qu'on pense de l'inflation d'aujourd'hui. Est-ce que c'est l'inflation réelle, est-ce que c'est l'inflation monétaire, voilà, enfin, on ne va pas en parler là, mais globalement, nous, on pense qu'il faut privilégier les actifs qui sont sensibles au taux d'intérêt réel positif, négatif, pardon, dont les actions et certainement pas les obligations. Merci pour la dernière question, monsieur. On la partagera pas, je ne sais pas si les autres la voient. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à ce webinaire. Merci à ceux qui ont eu le courage de nous écouter et de se connecter, d'avoir assisté au premier webinaire de Neowise. J'espère qu'il vous a intéressé, chose que vous connaissez certainement, mais que vous a permis de voir comment on travaillait, comment Neowise permet à ses clients d'accéder à la gestion de nos établissements et comment on fait notre rôle d'intermédiaire. Vous êtes bien sûr tous les bienvenus pour commenter hors webinaire cet échange par mail, par LinkedIn, par SMS pour ceux qui nous connaissent. Et en tout cas, merci encore et à très bientôt sur un prochain webinaire. On sera un plaisir de trouver un thème original. Voilà. Merci à vous tous et très bonne journée à vous. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.